Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce vendredi 31 décembre, j'étais l'invité de CNews pour un débat qui portait sur plusieurs sujets. Il était d'abord question des vœux du président de la République et des candidats à l'élection présidentielle, et on a ensuite parlé de la politique sanitaire du gouvernement. Sur ce deuxième point, j'ai dénoncé les mesures absurdes du gouvernement, notamment sur le port du masque en extérieur, mais j'ai aussi parlé de la question de l'hôpital public, et j'ai pu détailler pas mal mon point de vue. Je vous laisse regarder cette émission, et comme toujours, je vous retrouve à la fin. Avec nous accueillons Antoine Léaumont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes orateur national de la France Insoumise. À vos côtés, maître Pierre Gentillet. Bonjour. Bonjour. Avocat. Nous accueillons également Gilles Brochard. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste indépendant. Et un autre journaliste siège à côté de vous, Adrien Brachet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous attaché à la rédaction de Marianne. Avant d'évoquer la situation sanitaire, on va s'arrêter sur cet exercice imposé, la cérémonie des vœux. C'est un temps fort du mandat d'un président de la République. On y viendra évidemment dans quelques instants. D'abord, les vœux d'autres personnalités politiques que le président. Certaines ont déjà posté leurs vœux sur les réseaux sociaux. Regardez des extraits de ceux de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Aucun patriote ne peut se résoudre au déclassement de la France et à la dilution de la nation. Je vous invite non pas à regarder ou à attendre l'élection présidentielle, mais à la faire. Non pas à la laisser défiler devant vos yeux, mais à y prendre part comme citoyen, comme Français, conscient qu'il est des moments où dans l'histoire de notre pays, il appartient à la génération présente de se lever pour sauver le pays. Plus tard, je vous le promets, nos descendants diront de nous, en 2022, ils ont été courageux, ils ont été clairvoyants, ils ont été grands. Ils ont été à la hauteur, fidèles à leur nation. Ils ont cru en eux-mêmes, ils ont cru en la France. Ils ont été audacieux, intelligents, travailleurs et ambitieux. Ils ont été français. On dira de nous, ils sortaient d'un quinquennat cauchemardesque, fait d'un néant présidentiel sans forme ni fond, de déclassement économique, de pandémie incontrôlée, d'insécurité envahissante, d'immigration délirante et d'islamisation galopante. 5 ans d'affaiblissement de leur identité et, à la surprise générale, ils ont vaincu la fatalité. Alors, Marine Le Pen et Éric Zemmour, ses vœux se ressemblent un petit peu. Se lever pour sauver le pays, dit Marine Le Pen. Ils ont vaincu la fatalité, nous annonce Éric Zemmour. Antoine Léaumont, ça vous a fait Ça m'a fait rire parce que Éric Zemmour dit qu'il parle d'un quinquennat sans forme ni fond, et je trouve qu'on pourrait appliquer la même chose à ses vœux. L'un comme l'autre, en fait, il nous dépeigne un tableau dramatique de la France en donnant aucune solution. C'est un classique de l'extrême droite, peint de noir sur noir. Alors, est-ce que les vœux, c'est l'endroit aussi pour proposer de nouvelles idées ? Ça peut être le moment de proposer des solutions pour le pays. Nous le faisons depuis maintenant plusieurs mois avec ce programme. Voilà. Donc, si on le voit assez souvent. Mais oui, mais parce que nous sommes les seuls à l'heure actuelle. Rendez-vous compte du moment dans lequel nous vivons. On est à 4 mois d'une élection présidentielle. Il y a une seule force politique dans le pays qui a un programme, c'est nous. C'est anormal. Elle n'est pas commencée officiellement. Elle n'est pas commencée officiellement, là. Emmanuel Macron a déjà envoyé... Emmanuel Macron a un programme, c'est vrai, simplement il l'a envoyé à la Commission européenne. C'est un peu ça le souci, si vous voulez. Plutôt que de le présenter devant les Français et de d'ores et déjà être en train d'essayer de convaincre les gens pour la suite, pour un éventuel deuxième quinquennat, il préfère envoyer à la Commission européenne ce qu'il veut faire. Je le dis juste, il propose notamment la retraite à 65 ans à l'intérieur de ce programme-là. Nous, c'est 60. Voilà. Il va y avoir des débats de fond dans le pays, mais pour ça, il va falloir que les autres, à un moment donné, nous présentent quelque chose, des propositions, un programme, ça semblerait... Pour avoir ces débats, il va falloir donc tourner la page sur cette année 2021. On est nombreux à vouloir tourner cette page sans regret, sans se retourner, même si évidemment on ne sait pas de quoi demain ça fait. Sur cette clôture de l'année et le tableau oui, je voudrais dire simplement qu'à la différence de M. Mélenchon qui ne fera pas de vœux, il y en a certains qui osent faire des vœux et oser dire la vérité, faire des constats. Je pense que c'est le rôle de personnalités comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour, parce que si eux ne le font pas, qui le fera ? Et je pense que les vœux, moi j'ai regardé d'autres vœux qui avaient été faits, parfois calamiteux, comme ceux de M. Giscard d'Estaing, qui n'étaient pas très très bons. Ah justement, on a un petit retour historique sur les vœux des autres présidents. Quand on voit ça, on peut rigoler aujourd'hui. Je pense que les vœux, c'est de faire un constat. Et je trouve ça bien que certains candidats montrent des images, que ce ne soit pas simplement à l'antenne. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors évidemment, c'est une France libre par rapport à une France muselée de M. Macron, puisqu'il termine avec une privation de liberté. Et ça, on pourra en parler. Et c'est, je pense, ce qui va faire la différence dans les vœux qui vont être donnés aux Français aujourd'hui. Avant de passer la parole peut-être aux autres invités, je vous propose aussi de voir ce qu'a exprimé Anne Hidalgo, puisqu'elle a publié elle aussi. C'est évidemment seulement un extrait des vœux publiés par la candidate du Parti socialiste à cette élection présidentielle.
Quelle France voulons-nous ? Une France inégale, injuste, divisée, où ceux qui nous dirigent aujourd'hui depuis 5 ans expriment leur condescendance envers les plus modestes ? Une France pensée par le président sortant et la candidate de la droite, qui n'ont au fond qu'une seule et même référence, la prospérité de ceux qui sont déjà prospères. Voilà, attaque très ciblée de la part d'Anne Hidalgo, mais Adrien Brachet voulait réagir peut-être plus largement sur ce qu'on a vu aussi juste avant aussi. Oui, ce que je trouve très intéressant, c'est de comparer les vœux de Marine Le Pen et ceux d'Éric Zemmour. C'est presque un cas d'école pour moi, en fait, de leur différence de stratégie, y compris sur la forme. Du côté de Marine Le Pen, on a une vidéo très souriante, avec une musique très apaisante. Du côté d'Éric Zemmour, on a quelque chose de très martial, avec le buste derrière. Et puis dans le ton aussi, dans ce qui est dit, Éric Zemmour, il parle quasiment pas de la crise sanitaire. Il est tout de suite dans son idée de reconquête, comme un chef de guerre quasiment. À côté, Marine Le Pen, elle essaye un peu de se présenter. Il y avait un article de l'Express qui expliquait ça il y a quelques jours, comme la moutie, la maman en fait, un peu comme Angela Merkel. Elle prend des nouvelles, elle demande des nouvelles des personnes seules, des personnes qui ont pu mourir du Covid ou qui ont perdu des proches, alors qu'Éric Zemmour n'en parle pas du tout. On a vraiment des thèmes semblables, mais avec deux approches. D'un côté, Éric Zemmour qui part à l'attaque et Marine Le Pen qui essaye, elle, de montrer une posture plus rassembleuse. On voit bien vraiment qu'il y a deux thèmes, mais deux postures qui n'ont rien à voir. Franchement, ces vœux, c'est un cas d'école. Éric Zemmour qui est à la tête de ce nouveau parti qu'il a créé, qui s'appelle Reconquête. Donc évidemment, on sent qu'il faut qu'il reste dans sa thématique. Oui, sans aucun doute. Vous faisiez le même constat, oui, maître Gentil. Alors oui, mais moi j'allais parler justement, je faisais la comparaison avec les vœux d'Hidalgo, parce que là j'ai vu l'extrait, je le découvre en même temps, les vœux d'Hidalgo, et c'est vrai que sans se prononcer sur le fond des idées, sur la forme, je vais être très offensif, mais c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, c'est un fond noir, elle seule, avec un écho absolument terrible. Et à côté, c'est vrai, vous avez Éric Zemmour avec plein de gens, avec une foule, avec de la musique. Marine Le Pen, comme vous dites, qui est souriante, avec un fond un peu plus, je crois que c'est plus bleu, enfin un peu plus lumineux en tout cas. Donc c'est vrai que sur la forme, c'est un beau cas d'école et c'est une belle comparaison. Maintenant, sur le fond, et je rejoins aussi ce que vous dites, ce que vous avez dit, à peu près tout sur Regardez, on voit les images, c'est pas tout à fait noir derrière Anne Hidalgo, c'est un peu verdoyant, un peu gris. Oui, moi je vois du noir. Mais alors peut-être que c'est une toile qui n'est pas terrible. Je crois que c'est une toile d'un artiste. En tout cas, c'est assez sombre. Voilà, disons les choses comme ça. Donc pour des vœux de nouvelle année, nous mettre un fond sombre, je ne sais pas si c'est vu le contexte, en même temps, c'est raccord peut-être. Non, mais justement, il faut donner du positif, il faut donner un peu d'espoir aux gens. Et justement, là maintenant, pour parler du fond, on voit bien qu'il y a dans les vœux d'Éric Zemmour surtout et aussi dans les vœux de Marine Le Pen la volonté de parler politique, c'est-à-dire de sortir de cette période sanitaire qui certes est politique, elle est très politique, les libertés fondamentales ont été considérablement atteintes, elles le sont encore, mais il y a la volonté chez ces politiques, Éric Zemmour, Marine Le Pen et je pense tous les autres, d'en finir avec ce Covid H24. De sortir de tant ce tunnel. qu'on parle du Covid, on ne parle pas d'autres sujets, d'économie, d'immigration, de souveraineté, etc. etc. Et je termine en vous disant que le pouvoir politique, Emmanuel Macron, a tout intérêt à faire durer le plus longtemps possible ce contexte Covid, parce que si ce contexte Covid dure, admettons, jusqu'en février-mars, ça veut dire que le débat politique, l'actualité politique va se résumer entre les partisans de la gestion, de la raison, et puis les irresponsables. Et ça, pour le pouvoir politique, à mon avis, c'est plus intéressant. Mais peut-être que la gauche aussi peut y voir une opportunité parce que c'est aussi l'occasion de s'éloigner un peu des thèmes d'identité, d'immigration dont Éric Zemmour a beaucoup parlé pour venir à la question de l'hôpital qui pour la gauche est un sujet sur lequel... Et qui est un grand absent des débats. Oui, mais si elle avait la force de le faire, d'avancer ses propositions dans le débat, elle serait peut-être plus en position de force ici. Alors, vous savez, dans quelques heures, c'est Emmanuel Macron qui prendra la parole pour exprimer ses vœux aux Français. Avant de se poser la question justement de ce que nous devons, ce que nous pouvons en attendre, on va revenir sur ce temps fort du mandat du président de la République. Emmanuel Macron n'y échappera donc pas ce soir. Tous les présidents le font dans des contextes très différents. On va revenir donc sur ces moments de l'histoire politique française avec Özlem Ünal et Inès Sabatier. Les vœux du président, une histoire française qui débute sous la Ve République avec le général de Gaulle. Surmonter les épreuves. Le général de Gaulle a voulu s'adresser directement aux Français sous forme d'une allocution brève. Ça dure entre 10 et 18 minutes. Depuis, chaque président essaye d'apporter sa touche, sa personnalité, quitte à casser les codes, comme Valéry Giscard d'Estaing, assis tranquillement au coin du feu. Adieu donc, 1974.
et salut à toi, 1975. L'occasion aussi de ne pas oublier la politique, porter un message optimiste. 1982 ne répondra à nos espoirs que si nous faisons reculer et le chômage et l'inflation. La France est belle quand elle sait tout à la fois faire respecter ses règles et tendre la main. Parfois, l'actualité vient jouer les troubles faits. L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. Un discours qui résonne plus que jamais. Voilà, on en vient donc à cet exercice que j'ai envie de qualifier d'équilibriste qui attend Emmanuel Macron. D'un côté, il faut conclure 2021, évidemment douloureusement marqué par la pandémie. Il faut tenter de faire briller la lumière au bout de ce tunnel de la crise sanitaire pour remotiver les Français. Et puis cette élection présidentielle, comment ne pas la mentionner alors qu'il n'est pas encore officiellement candidat? Comment vous voyez cet exercice auquel il veut se prêter ce soir? Antoine, il a déjà commencé à faire candidat à la présidence de la République puisqu'il nous a déjà fait, je ne sais plus combien, 1 heure ou 2 heures sur TF1. Précédemment, il avait fait 1 heure sur toutes les chaînes TF1, France 2, les chaînes d'infos en continu. Donc Emmanuel Macron est déjà candidat. Maintenant, la question est de savoir ce qu'on peut attendre de ses vœux. Moi, j'attends plus grand-chose d'Emmanuel Macron. Maintenant, j'attends juste une chose, c'est de le dégager en 2022, quoi. Oui, c'est clair. Dur de rebondir après ça. Non, mais je peux rebondir, si vous me permettez. Alors, je pense que là, l'exercice, c'est pas exactement ce que Emmanuel Macron va dire, mais l'exercice qui va être le sien, c'est pas un exercice comme tous les ans. C'est-à-dire, traditionnellement, voilà, je vous souhaite le meilleur pour l'an prochain, etc. On fait le bilan de ce qui a été fait, etc. Sauf que là, l'an prochain, dans 3 mois et demi, 4 mois, on a une élection présidentielle. Et à mon avis, Emmanuel Macron va jouer clairement la carte politique. Ça va être des vœux très je pense des vœux très politiques, avec quand même l'idée de 2022 sera l'année du bout du tunnel. Il va, à mon avis, il va quand même nous vendre un peu de rêve. Je sais pas, il va peut-être nous parler des traitements. Souvenez-vous, la dernière fois, il nous avait dit les traitements vont arriver en décembre, tout va changer. On est en décembre, rien n'a changé, accessoirement. Donc il va peut-être encore nous faire un coup d'espoir. Demain, on est en janvier. Dire tout va changer et votez pour moi. On dirait un film de Louis de Funès, vous savez. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. À un moment, Louis de Funès marie 2 personnes dans un film, puis à la fin, acceptez-vous de prendre pour épouse monsieur, madame, et de voter pour moi. Voilà, c'est la lumière au bout du tunnel, et vous voterez pour moi. Voilà. Il est aussi question, certains disent, il va parler de l'Europe, évidemment. On est à la veille aussi de sa présidence de l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'il parlera peut-être plus d'Europe que de France, justement, pour éclipser le sujet de la présidentielle? C'est certain que la difficulté pour Emmanuel Macron, maintenant qu'il est englué dans cette épidémie, c'est d'arriver à donner un cap, un horizon pour 2022. L'horizon est difficile à trouver du côté de la France, étant donné qu'on est bloqué dans cette épidémie. Et la présidence française de l'Union européenne, c'est une opportunité de dresser une sorte d'horizon, une sorte de cap qui ne soit pas bloqué dans cette pandémie. Mais un exemple que j'ai repéré qui est très intéressant à comparer, c'est les vœux de Nicolas Sarkozy en 2011. On est dans une situation à peu près semblable. Il vient de sortir d'une grande crise économique, la crise des dettes souveraines. La présidentielle s'approche. Et je veux dire, si vous regardez ces vœux, vous pouvez prendre mot pour mot quasiment en enlevant le contexte économique. Et Macron peut dire exactement la même chose ce soir. Et à un moment, il y a une phrase que dit Nicolas Sarkozy. Il dit « 2012 sera l'année de tous les risques, mais aussi de tous les possibles ». D'une certaine manière, c'est aussi ce que peut défendre Emmanuel Macron. Il est obligé de prendre en compte cette épidémie, mais son but, c'est de montrer qu'il y a d'autres possibles. Et dans les possibles, il y a certainement sa réélection qui va souhaiter très fort. Même si on imagine que la crise sanitaire, c'est peut-être pas la réélection d'Emmanuel Macron qui intéresse, qui passionne le plus les Français. Non, mais moi je suis frappé de voir quand même dans les sondages, tout le monde critique, mais quand même Macron arrive en tête, c'est ce qui est assez étonnant. Non, on voit avec les extraits que vous avez lus que Nicolas Sarkozy comme Valérie Pécresse sont des Macron compatibles en fait. On s'aperçoit que le langage est pratiquement le même, ils sont inscrits dans une forme de progressisme, de modernité. Qui est quand même... Alors, moi, ce que je regrette, c'est que dans les vœux, je trouve qu'il faut prendre de la hauteur. C'est peut-être, avec le 14 juillet, les 2 moments où le président de la République peut prendre de la hauteur. J'ai retrouvé une phrase de... Vous savez, Malraux, quand il a écrit « Les chaînes qu'on abat », il donne la parole au général de Gaulle. Et le général de Gaulle avait dit ceci, c'était en fin de règne, puisque c'était en 69, il est mort 1 an après, quelques mois après... Il démissionnait de la présidence et De Gaulle dit « Voyez-vous, la France a été l'âme de la chrétienté, disons aujourd'hui de la civilisation européenne. J'ai tout fait pour la ressusciter, j'ai tenté de dresser la France contre la fin d'un monde. Ai-je échoué? D'autres verront plus tard. » Et je trouve qu'on est dans cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est avec cette Europe qui nous encombre pour différentes raisons,
D'ailleurs, plus personne aujourd'hui ne souhaite qu'on en sorte, même si on veut sortir des règles que nous ont imposées Maastricht, par exemple, et qu'on ne respecte pas toujours. On n'est pas les seuls. Et je trouve qu'on arrive dans un carrefour de civilisation aujourd'hui. On est complètement dans une forme presque de chaos souverainiste, parce que le président va nous parler de souveraineté européenne. Vous pouvez le dire, c'est très délicat pour un président de la République en exercice de confier ce soir qu'on a échoué ou qu'on ne s'en sortira pas. Oui, mais je pense que 4 mois d'une élection présidentielle. Voilà. C'est évident. Il va faire ce qu'il a toujours fait. Et ce que fait Véran aujourd'hui, ce que fait Castex. Tout va très bien, nous avons bien fait, nous allons continuer, et les Français nous demandent d'aller plus loin. Non, les Français vous demandent en majorité d'arrêter le délire. Enfin, je crois que c'est clair, les études d'opinion l'ont montré. Il a une base qu'il soutient, une base de 25-26%. Mais c'est pas 25-26% tout le pays. Donc ces gens-là ne vont pas ouvrir les yeux, parce que de toute façon, Emmanuel Macron n'est pas le président, et à mon avis ne s'est pas pensé depuis le début comme le président de la France. Il est le président d'une minorité électorale, et en particulier aussi, il faut le dire au départ, d'intérêts financiers. Donc Emmanuel Macron, il a une trajectoire, il a un objectif, et c'est pas de rassembler tout le pays. Et jamais un président de la République n'a autant divisé le pays qu'Emmanuel Macron, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit ce qui s'est passé aujourd'hui avec la vaccination obligatoire progressive, etc. Mais aucun président de la République n'a autant divisé la France qu'Emmanuel Macron. Il n'a pas vocation à la rassembler en 2022, c'est évident. C'est vrai. Mais Emmanuel Macron a toujours gouverné avec une minorité. Au final, quand il a été élu en 2017, pardon, j'avais été en 2022, mais quand il a été élu en 2017, c'était face à Marine Le Pen, et on le sait, beaucoup de gens ont voté Emmanuel Macron par défaut, pas par adhésion à un programme. Et l'erreur de la Macronie a été de croire que dans la Ve République, comme l'Assemblée est godillot finalement vis-à-vis du président de la République, alors on pouvait tout faire, se libérer de la vie du peuple. Il arrive une échéance électorale majeure, qui est l'élection présidentielle suivie de l'élection législative, et ça va être le moment où on va débattre de ce qui s'est passé. Emmanuel Macron ne pourra pas toujours jouer à se cacher dans un coin et à faire état de son bilan et de son programme. Donc, le moment où il va y avoir des débats à l'intérieur de la population française va être un moment de grand changement. On se souviendra qu'en 2017, au début du mois de mars, puisque vous avez évoqué les sondages, au début du mois de mars, Jean-Luc Mélenchon, les sondages étaient donnés autour de 10-11%. À la fin, il a fini à 20%. Aux portes du deuxième tour. Aux portes du deuxième tour, parce qu'il a démontré dans cette période-là, dans la période où les gens s'intéressent davantage, une capacité à rassembler davantage, à convaincre sur la base d'un programme et sur la base d'objectifs politiques qui sont à l'opposé de ceux d'Emmanuel Macron, en l'occurrence, comme on pourra le voir en 2022. C'est vrai qu'il faut quand même rappeler, c'est que pour l'instant, les Français ne sont pas dans l'élection présidentielle. Il y a eu un petit intérêt, c'est vrai, au moment où il y a eu la candidature de Zemmour, où il y a eu les primaires LR, mais tout ça n'est rien en comparaison, à mon avis, du vrai dernier carrefour, surtout si on a un gros contexte Covid qui peut durer encore février-mars. Pour moi, le dernier carrefour sera vraiment le mois de mars, et évidemment les 2 premières semaines d'avril. Et c'est vrai qu'en un mois, beaucoup de choses peuvent se passer. La vraie surprise, je vais le dire, de l'élection de 2017, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas le score d'Emmanuel Macron, c'est pas ça. La vraie surprise, c'est l'inversion des courbes à gauche entre un Benoît Hamon qui, un mois avant, est à 11-12 dans les sondages, un Mélenchon qui est à 12-13. Mélenchon va terminer à 20, Hamon à 6. C'est ça le mouvement spectaculaire. Je peux vous le dire. Tous les politologues disent que tout se cristallise surtout fin janvier, début février en général. Mais tout peut encore se choisit à ce moment-là, prédit précisément le scrutin. Il y a 2 choses qui se sont passées en 2017, mais la principale à retenir, c'est l'explosion du clivage gauche-droite traditionnel et du PS et de LR. On le voit dans les vœux d'Hidalgo, d'ailleurs. Une de ses cibles premières, c'est Madame Pécresse, parce que elle l'associe directement aux autres candidats. À Emmanuel Macron. Pour moi, il y a un espèce de bloc de droite, plus ou moins de droite, voilà, avec des solutions qui sont des solutions libérales, d'accord avec augmenter la retraite à 65 ans. Si vous posez la question à M. Zemmour, ça a déjà été fait, la retraite à 65 ans, il est d'accord. Donc une fois passé des sujets sur immigration, la nation, etc., vision de la nation d'ailleurs qu'ils ont, qui n'est pas la même que la mienne, qui est une nation républicaine fondée sur un contrat social, liberté, égalité, fraternité, et ça d'ailleurs, ça se résume... lui, il est pour la 5e République, vous êtes pour la 6e République. Mais moi, je suis totalement opposé à M. Zemmour, mais y compris à sa vision de la nation, c'est ce que je voulais dire. Quand M. Zemmour dit vive la République et surtout vive la France, moi j'ai envie de lui répondre vive la France et surtout vive la République, parce que chez moi c'est... On est français avant d'être républicain. Mais précisément, ce qui construit... Mais non, ce qui construit la France... Et français avant d'être européen, comme le montrent les derniers sondages sur l'Europe. Ce qui construit la nation française historiquement, le moment où on fait le drapeau français, le moment où on fait la Marseillaise, le moment où on fait la devise qui est au fronton de nos écoles, c'est la Révolution et c'est le moment républicain de 1792. Pardon, je vais pas... Alors, pour donner un autre élément à commenter, je voulais justement qu'on s'intéresse à ces Français. Quelles sont les attentes des Français? On n'a pas pu tous les rencontrer, évidemment, mais qu'attendent-ils des vœux d'Emmanuel Macron? Écoutez quelques-unes de leurs réponses.
J'aimerais qu'Emmanuel Macron il nous rassure par rapport à la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Et puis moi qui suis infirmier par rapport à l'hôpital, même s'il y a des efforts qui ont déjà été faits, qu'il y ait une prise de conscience un peu plus importante. On aimerait surtout qu'il nous rassure, surtout en cette période de Covid qui remonte. Donc voilà, des mots rassurants. J'aimerais qu'il soit sincère et j'aimerais qu'il nous dise un peu la vérité et qu'il ne donne pas l'impression d'aller au hasard de ses déclarations, des obligations qu'il nous donne. C'est insupportable. Voilà. Maintenant, pour le reste, je lui souhaite une bonne année aussi. Là, je ne peux pas vous dire. Je n'attends rien de notre président. Écoutez, c'est déjà bien qu'il fasse un petit mot pour la bonne année, ça c'est sûr. Mais c'est sûr qu'on attend quand même autre chose que juste une bonne année. Je pense qu'on attend surtout des bonnes nouvelles et une avancée sur tout ce qui se passe en ce moment. Pas forcément que le Covid, mais aussi plein d'autres choses. Voilà, il y a de tout. Il y a ceux qui attendent beaucoup, il y a ceux qui n'attendent plus rien. Et ce petit mot gentil, on peut quand même aussi lui souhaiter une bonne année. C'est assez représentatif aussi de cette lassitude qu'on ressent chez les Français ces dernières semaines. Oui, mais c'est presque ce qui est le plus inquiétant dans cette campagne électorale. C'est-à-dire, au-delà de l'exercice des vœux, qui est un exercice très classique, très codifié, qui ne passionne pas, en règle générale, il y a une forme d'indifférence, en particulier au sein des classes populaires, depuis le début de cette campagne. Et c'est ce qui est le plus inquiétant. Il y avait une étude de la Fondation Jean Jaurès qui est parue au mois de novembre, qui montrait qu'il y avait une fatigue profonde des Français, qu'ils étaient fatigués, que c'était à la fois une fatigue individuelle, mais aussi une fatigue collective, c'est-à-dire qu'il y a une société qui est en perte de sens, qui est en perte de repères et d'indifférence totale vis-à-vis de la chose politique. Non pas parce qu'elle n'aime pas la chose politique, mais parce qu'elle a perdu espoir. Et c'est ça qui est le plus préoccupant. On va faire un point aussi avec Élodie Huchard du service politique de CNews. Bonjour Élodie, vous n'êtes pas sur ce plateau ni à la rédaction, mais un petit peu plus loin. On revient sur cet exercice auquel va se livrer Emmanuel Macron ce soir. Diriez-vous que c'est un jeu d'équilibriste, comme j'ai dit tout à l'heure, entre rassurer les Français, leur redonner de l'espoir, et puis il y a cette question du scrutin présidentiel. On se demande s'il peut vraiment l'éviter alors qu'il n'est pas candidat. Froid à enregistrer, s'il vous plaît. Ah, on n'entend pas Élodie. Attendez, on va finir de bien connecter et l'image et le son. Élodie, vous m'avez entendu. Voilà, on va essayer d'entendre votre réponse. Oui, donc ce que je vous disais, Barbara, c'est qu'effectivement, vous avez raison sur le côté équilibriste. Il va falloir finalement jongler entre les différents thèmes. Et d'ailleurs, on vient de l'entendre parmi les Français que vous avez interrogés. Forcément, il ne pourra pas ne pas parler de crise sanitaire. Ce sont les deuxièmes vœux d'Emmanuel Macron où le virus sera au centre forcément de toutes les intentions. Alors, l'an dernier, vous avez promis un nouveau matin français et le président le sait bien, un an après, même si évidemment il y a eu la vaccination, les Français psychologiquement aussi en ont marre d'entendre parler de Covid. Il devra donc avoir un ton finalement d'espoir, donner des perspectives d'avenir, nous dit-on à l'Élysée. Et puis il y a aussi évidemment ce scrutin présidentiel dans toutes les têtes. Les derniers vœux d'un quinquennat, ça n'est pas anodin parce que forcément vous devez quelque part commencer à faire votre bilan, expliquer un petit peu quelle sera la suite. Faire son bilan en pleine crise sanitaire, c'est aussi compliqué. Le satisfecit n'est pas forcément compris par les Français. Et puis on le sait aussi, toutes les oppositions vont scruter de près ces vœux, essayer de voir quels indices on peut avoir sur une potentielle candidature à venir d'Emmanuel Macron. S'il fait trop son bilan, on va l'accuser d'être candidat. S'il ne le fait pas assez, on va dire qu'il ne vante pas son bilan. Donc vous voyez finalement, selon le camp où on se place, les choses sont compliquées. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'allocution durera environ 15 minutes. Et puis aussi, il faudra parler d'Europe, puisqu'à partir de demain, la France prend la présidence de l'Union européenne. Évidemment. Merci beaucoup Élodie Huchard pour ces précisions. C'est vrai, mis à part les critiques qu'on peut toujours faire au pouvoir en place. Si on dit blanc, on lui reproche de ne pas avoir dit noir. S'il dit noir, on lui reproche d'avoir... Ça vous a fait sourire d'ailleurs en plateau. Il y a cette question de l'Europe. On a annoncé qu'Emmanuel Macron donnait beaucoup d'importance à cette présidence de la France de l'Union européenne. Évidemment, d'autant plus d'importance que ça tombe pendant la période de l'élection présidentielle. Donc je veux dire, certains voulaient décaler. C'est le président du Conseil européen qui a proposé que ça ne soit pas attaché à une élection présidentielle. Une année d'élection. Il va se servir évidemment de la présidence de l'Union européenne en pleine campagne pour dire, regardez, eux, ils sont dans leur boutiquerie politique. Moi, je suis en train de sauver l'Europe du Covid. Sauf qu'on sait que l'Europe ne passionne pas les Français. Mais non, mais c'est pas l'Europe. C'est qu'en fait, il est président, c'est une posture. C'est une posture internationale. Et en fait, c'est celle qu'il adopte depuis le début. C'est-à-dire, même sur le Covid, c'est de dire, je ne veux pas entrer dans ces débats, moi, je suis au-dessus. Et ça va très bien avec son combat de supériorité. L'hymne à la joie le soir de l'élection. Voilà, ça vous dit un peu le personnage et la montgolfière qu'il habite, quoi. C'est quand même un double problème parce que là, actuellement, on sait déjà qu'il est candidat à l'élection présidentielle et qu'il le fait avec les moyens d'un président de la République. Quand on fait une émission
d'une heure pour parler non pas d'un bilan, mais de ce qu'on va faire dans les 5 ans à venir, je suis désolé, ça s'appelle quelqu'un qui est candidat à l'élection présidentielle, pas quelqu'un qui est en train de faire son bilan. Je parle de l'émission qui avait eu lieu il y a quelques temps. Il va faire désormais aussi peut-être bien campagne avec les moyens de l'Union européenne. Donc c'est quand même un peu problématique. Normalement, si vous voulez, non. sur le plan. Oui, normalement non. Voilà. Donc c'est quand même un peu problématique. Après, sur l'Union européenne, Emmanuel Macron, on sait déjà ce qu'il pense. Il est un européiste, béat, toujours content. Voilà. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, il a déjà envoyé son programme à la Commission européenne et dedans, il y a la retraite à 65 ans. Donc Monsieur Macron, après nous avoir fait le coup de justement il n'y aura aucun problème de prix, il n'y aura aucun problème de coût, on va dépenser sans compter, et ben il va faire l'inverse, il va faire maintenant préparer l'austérité demandée par l'Union européenne. Je dis juste un truc, il va juste pour finir, mais il va pas faire son mandat en entier parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place à partir d'avril-mai 2022 qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon qui finira ce mandat européen. Alors si vous avez une boule de cristal, tant mieux, on pourrait aller tout de suite aux propos qu'on entendra ce soir à 20h, voire au résultat de la présidentielle. Pour l'instant, on fait une courte pause et on poursuit nos débats sur le plateau de 90 minutes info tout de suite. On va d'abord aller voir sur le terrain, puisque dans certains endroits, ces forces de l'ordre sont déjà déployées. Yann Effelé sur le parvis de Notre-Dame à Paris. Bonjour Yann, vous le constatez, les forces de l'ordre sont donc déployées, on va y venir, mais d'abord sur cette règle du masque qui est de nouveau obligatoire en extérieur. Est-ce que la mesure est respectée? Il fait un temps printanier aujourd'hui sur Paris, on imagine que c'est un petit peu plus difficile. Pour l'anecdote, ces personnes que vous voyez sans masque se trouvent juste devant ce bâtiment, la préfecture de police de Paris, à l'endroit même où il y a un certain Didier Lallement, le préfet qui a pris cet arrêté obligeant le port du masque à l'extérieur. Ouais, un des passants courageux, puisqu'on le voit derrière vous, il en reste qui ne portent pas leur masque. Sur ces contrôles et ces patrouilles, en croisez-vous? Alors, on en a vu quelques-uns, on a posé la question aussi à toutes les personnes que nous avons interrogées et ils nous disent qu'ils ont vu des policiers mais aucun n'a été contrôlé pour le masque. Et pour tout vous dire, on a croisé il y a quelques minutes derrière nous une patrouille de police. Est-ce qu'ils étaient là pour contrôler le port du masque? Je peux vous dire que non. À quoi je le sais? Eh bien parce que même ne le portaient pas. D'accord, merci de cette précision Yann Effelé, ça fait beaucoup rire en plateau. On va remercier également Léo Millancourt et puis je vous souhaite à vous également une très belle fin d'année Yann. On va revenir donc sur ces mesures. Alors bon, le port du masque en extérieur, c'est vrai que c'est pas très facile. On se rappelle aussi de l'exécutif qui, il y a à peine un an, disait haut et fort que ce masque ne servait pas en extérieur. Sur les mesures, parce qu'il y a un peu de confusion de fermeture des bars, c'est vrai qu'il s'agit de 2h du matin, donc dans la nuit prochaine et la suivante en Ile-de-France, dans les Alpes-Maritimes, le Calvados. Il y a des endroits où c'est différent. Ce sera 2h. Pour que je ne me trompe pas. Non, ça, c'est 2h pour l'Île-de-France. C'est 1h du matin dans certains endroits, jusqu'à 3h dans les Côtes-d'Armor et le Haut-Rhin. Non, en fait, c'est un décret préfectoral qui détermine, mais de façon un peu arbitraire, parce que posons-nous la question 2h du matin, pourquoi 2h du matin, pourquoi pas 3h, pourquoi pas 1h, pourquoi pas minuit? Qu'est-ce que ça va changer en fait? C'est surtout pour les gens qui sortent à l'extérieur, parce que en fait, les jeunes qui vont aller dans des bars jusqu'à 1h du matin, il faut bien qu'ils aillent quelque part de toute façon. Donc ils vont danser dans la rue, ils vont aller chez des gens. C'est surtout symbolique comme mesure, en fait. C'est une façon de dire, voilà, l'épidémie repart, on est mobilisé, on propose des mesures, mais plus que les mesures en tant que telles, c'est surtout le symbole que cherchent le gouvernement et les préfets aussi. C'est difficile d'aller sauf que les symboles, dans une période où les Français sont lassés, le droit de ça peut-être même un risque politique. Oui, mais il y a un peu l'impression que le gouvernement revient à ces prises de décision absurdes. Le port du masque en extérieur, tout le monde dit que ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est aérosol, qui passe, éventuellement ça peut servir dans des lieux où il y a beaucoup de concentration de population, mais en extérieur, quand il n'y a pas beaucoup de monde qui circule, ça ne sert pas à grand-chose. Par ailleurs, la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est souvent une nuit où il y a des gens qui incendient des voitures. Je pense que la police serait plus utile pour courir après les gens qui incendient des voitures. Elle est mobilisée de toute façon pour contrer toutes sortes de violations de la loi. D'accord, mais à quoi ça va servir de mobiliser autant de policiers pour aller faire du contrôle de masques la nuit de la Saint-Sylvestre? Franchement, la police a un peu autre chose à faire. Et par ailleurs, une situation comme celle que décrit votre journaliste, ça ridiculise un peu le préfet Lallement. Je veux dire, si même les policiers ne respectent pas le port du masque, alors qu'ils sont censés contrôler des gens qui mettent le masque, bon, à la fin, on ne comprend pas bien l'utilité de cette mesure, à part nous en mouscailler.
Pardon? Non, non, mais je veux dire, il y a un peu de ça au final, et je pense que les Français à la liberté primaire. ont un peu cette impression-là aussi, c'est que le gouvernement essaie de prendre des mesures qui vont faire peur, voilà, qui dramatisent la situation, parce que effectivement la situation est problématique. Mais je pense que les Français sont des adultes, pas des enfants. Donc si on leur dit la situation est grave, regardez les résultats des tests. Les gens n'arrêtent pas d'aller se faire tester, ils sont responsables. On a plein d'aspects justement. De prendre les Français pour des débiles, quoi. Avant d'en arriver au test, si l'exécutif fait tout ça, c'est ce qu'il nous explique, c'est parce que la situation sanitaire, évidemment, est délicate. Un nouveau chiffre des contaminations a dépassé le cap une nouvelle fois, des 200 000 cas positifs recensés en France, 206 243 exactement. Et c'est Martin Hirsch qui lance un appel à la responsabilité et qui alerte, ça va tanguer à l'hôpital. Ce sont ces mots, tous les médecins le disent, effectivement. Cette augmentation de cas positifs ne veut pas dire qu'il y aura forcément énormément de cas graves, mais mathématiquement, il y en aura, et c'est pour ça qu'il alerte. On voit ce point fait sur l'hôpital avec Marine Mulset. Face à la vague Omicron, le patron de la PHP, Martin Hirsch, alerte. La première certitude, c'est que ça va tanguer. Nous faisons tout pour éviter ce débordement incontrôlé que tout le monde redoute. En Angleterre, où l'épidémie a quelques jours d'avance sur la France, 25% des soignants ont été arrêtés. En France aussi, le nombre d'arrêts maladie se multiplie dans les hôpitaux. On démarre avec plus de postes vacants, un risque d'absence doublé par rapport au risque habituel. Un peu comme si Omicron menaçait de retirer 1000 à 1500 infirmiers de nos établissements, sachant qu'il en manque déjà autant. Selon des premières données de l'Institut Pasteur, le variant Omicron serait plus contagieux, mais moins virulent que Delta. Et la vague pourrait rester gérable. Ce spécialiste se veut optimiste. Les 5 premiers jours de décembre, vous avez 0,20% de mortalité. Les 5 derniers jours, donc depuis hier, 0,16%. On ne peut pas dire que Omicron arrive comme quelque chose de plus grave que ce qui se passait avant. Pour éviter une pénurie de personnel à l'hôpital, une consigne ministérielle prévoit déjà que les soignants positifs mais asymptomatiques continuent de travailler. Super. Voilà, c'est une situation qu'on ne peut pas ignorer non plus. Notre hôpital va mal, c'est vrai que ça fait des années qu'on le dit, et face à une telle épidémie, il ne va pas mieux. Pardon, excusez-moi, vous l'avez dit, le sujet avant tout, numéro 1, depuis 2 ans, c'est l'hôpital. Qu'a fait ce gouvernement en 2 ans? Il a fermé des places de lit, 5700 en 2020. Il en avait fermé d'ailleurs, je crois, à peu près 15 000 ou 17 000 depuis son élection en 2017. Et en réalité, c'est une politique qui dure depuis 20-30 ans. À laquelle Martin Hirsch a largement contribué. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est les responsables d'aujourd'hui qui vont nous dire, les responsables de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui vont nous dire qu'ils vont être les sauveurs finalement de cette situation qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Et c'est très intéressant parce qu'il y a une sorte arrêtez de nous prendre pour des poires. De transfert de la responsabilité, c'est-à-dire qu'on met la responsabilité sur les Français en disant c'est de vous dont va dépendre ça, mais pendant ce temps-là, les responsables qui ont été aux manettes pendant des années... Et en particulier des non-vaccinés, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que le gouvernement nous dit oui, il y a 9 personnes sur 10 en réanimation qui sont non vaccinés. Ce chiffre est faux. Il suffit d'aller voir sur le site de l'adresse pour constater qu'en fait, le gouvernement, dans les 9 sur 10, il met aussi des gens qui ont reçu 2 doses mais qui ne sont plus à jour. En réalité, on tombe sur entre 50 et 60% selon les jours. Donc, en réalité, le vrai problème, il n'est pas là, il est dans la capacité hospitalière et en particulier dans les réanimations. Et enfin, pour terminer sur Martin Hirsch, parce que quand même, faut quand même dire un mot sur ce qu'il a dit. Le 31, Martin Hirsch a ressenti le besoin de terroriser à la veille du réveil, enfin le jour du réveillon, la population française avec une déclaration qui n'est, je le dis, scientifiquement pas fondée. Ça fait 5 semaines que le variant Omicron, et pas Omicron, circule au Royaume-Uni. En 5 semaines. J'ai vu un reportage de vos confrères justement hier là-dessus sur ce point d'une chaîne concurrente que je ne nommerai pas et qui indiquait qu'au bout de 5 semaines, ils avaient fait un bilan, un premier bilan. Et en 5 semaines, les hospitalisations, accrochez-vous, ont baissé. Les réanimations sont en légère hausse. Non, malgré des taux de contamination de cas positifs très hauts. L'attente, dans le doute, effectivement, les médecins nous disent, ils attendent juste de voir comment ça se fera dans 15 jours pour conclure. Je comprends ce que vous dites, mais le problème, c'est que le discours qu'on a depuis un certain temps, c'est de nous dire attendez. Et en attendant, on nous fait avaler les pilules de restriction de liberté. Souvenez-vous ce qu'on nous a dit à la rentrée, on oublie trop facilement. À la rentrée, l'Institut Pasteur nous faisait des prédictions apocalyptiques de 50 000, 60 000 contaminations. C'est pas du tout ce qui s'est passé, on est resté entre 5 et 10 000 contaminations, cas positifs. Donc à un moment, si vous voulez, ça fait 2 ans que ces gens hurlent en permanence pour souvent
pas autant que ce que c'est, et surtout, ils ne prennent pas la mesure des solutions qu'il faudrait appliquer, en particulier s'agissant de l'hôpital de la réanimation. Je sais bien, on nous dit, ça ne change pas en un claquement de doigts, il ne faut pas faire ça, c'est pas en 2-3 mois. Ça fait 2 ans. Est-ce qu'en 2 ans, ce gouvernement pourrait faire quelque chose sur l'hôpital? Non. Donc, je termine en vous disant que là, Martin Hirsch, hormis terroriser les gens, il ne fait rien d'utile et d'efficace. Pour l'instant, le recul que, pour l'instant, et je suis prudent, ce variant Omicron au Royaume-Uni n'a pas eu un effet sur l'hôpital et sur la réanimation tel que le cataclysme qu'il nous décrit. Donc, il faut arrêter de terroriser les gens. Cette crise est aussi psychologique. Il y a des gens qui vont devenir fous. C'est la stratégie de la peur que l'exécutif a jouée qui peut être la plus efficace, selon vous, qui sera celle qui permettra d'accéder à l'objectif. Cette histoire d'hôpital, elle est centrale et pas... c'était déjà central avant. Et pourquoi on a l'impression qu'on n'ose pas s'attaquer à ce sujet-là alors que c'est le cœur du problème? Mais si, mais le gouvernement continue à faire des restrictions. Vous l'avez dit, 5700 lits supprimés depuis. Ça, c'est pas résoudre le problème, justement. Comment? Ça, ce n'est pas. Ils ne veulent pas résoudre ce problème-là parce qu'ils veulent continuer à faire des économies, appellent-ils ça, sur l'hôpital public. Les économies, en l'occurrence, ça veut dire des gens qui meurent. Mais c'est un problème qui n'est pas récent. J'ai souvenir d'un meeting de Jean-Luc Mélenchon à Châteauroux en 2017 dans lequel il prédisait un krach sanitaire. Pourquoi il le prédisait? Pas parce qu'il est devin, parce que déjà dans l'hiver 2016-2017, il y avait eu un cas de quasi-saturation de l'hôpital et à l'époque on ne parlait que de la grippe plus des opérations, des autres opérations. Là on le voit, il y a plein d'opérations qui sont dites moins urgentes que celles du Covid qui sont suspendues. Ça va poser des problèmes. Martin Hirsch lui-même a demandé à d'autres déprogrammations. Ça va poser des problèmes de santé publique énormes dans les années à venir, toutes ces opérations qui n'ont pas été faites à temps. Donc encore une fois, c'est une question politique et qui peut se régler une nouvelle fois dans cette élection présidentielle. Je reprends mon mot, vous accusez un État de laisser mourir ses citoyens. Complètement. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, la politique qui consiste à fermer des lits, elle est criminelle. Et puis il y a autre chose aussi, parce que moi j'ai reçu des messages de médecins qui m'ont dit justement que le gouvernement refusait que certains médecins utilisent justement des procédés thérapeutiques de prévention. Alors, ça, on n'en parle jamais non plus. Non, on commence à en parler des traitements. On commence à en parler. Écoutez, j'ai eu plusieurs témoignages de médecins qui sont furieux, et il y en a certains d'ailleurs qui m'ont dit le gouvernement fait croire qu'il n'y a pas de traitement, ce qui leur permet d'utiliser ces thérapies géniques expérimentales. Alors, justement, l'actualité d'aujourd'hui, c'est qu'on a appris qu'Israël avait reçu sa première livraison de Paxlovid. Ce sont des pilules anti-coronavirus du laboratoire américain Pfizer. Oui, mais alors pourquoi on ne pourrait pas essayer de les tester alors qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dans les vaccins? Non, mais on sait qu'on regarde beaucoup ce que fait Israël et derrière, on adopte à peu près les mêmes politiques sanitaires. On peut peut-être espérer que ce soit l'ouverture d'un débat de discussion effectivement sur les traitements que certains réclament depuis longtemps. Alors, ils vont tester. C'est quand même le principal objet parce que si vous voulez, j'ai quand même des souvenirs parce que Pfizer nous a vendu un vaccin au départ qui était censé être efficace à 94-95%. On s'est rendu compte que finalement, il décroît en permanence jusqu'à tomber à 30%. Donc, je veux bien que Pfizer nous annonce une pilule miracle, une arme miracle, mais il faudrait que cette arme fonctionne. Une pilule qui aiderait, dit le Premier ministre israélien, à surmonter le pic à venir de la vague Omicron. Oui. Enfin, vous savez, on s'est quand même beaucoup moqué du professeur Raoult. Ça a été un des rares, justement, dans son service, à tenter quand même des choses et qui a eu quand même certains résultats. Alors, tout le monde lui est tombé dessus, mais il y a d'autres médecins à qui on a interdit, justement, aussi une thérapeutique de prévention. Après, on entend beaucoup de choses sur le vaccin. Je pense qu'il faut quand même rappeler que si on n'a pas plus de cas graves aujourd'hui en réanimation, c'est grâce au vaccin. Après, bien sûr, ce que montre la situation actuelle, c'est qu'on ne peut pas miser 100% sur le tout vaccinal. Et c'est la difficulté à laquelle est confronté le gouvernement, c'est-à-dire qu'on ne peut plus seulement travailler sur des mesures de court terme, on doit faire du long terme et s'adapter et se poser des questions sur les hôpitaux, sur les déserts médicaux. Je veux dire, ça devrait être un thème central de la campagne présidentielle. On a fait récemment à Marianne une carte de tous les déserts médicaux en France, et ce dont on se rend compte, c'est que les déserts médicaux, c'est pas seulement dans des lieux très peu peuplés, ça commence dans des petites villes, dans des villes moyennes. Même en Ile-de-France. Quasiment tous les Français commencent à être concernés par cette question, sauf si on habite en milieu de Paris. Dans les Outre-mer, bien sûr. En particulier, les Outre-mer sont les plus grands déserts médicaux de notre pays. Mais vous savez, moi, je suis serein sur une chose, c'est que cette élection présidentielle va obliger tout le monde à nous dire ce qu'il veut faire face à cette pandémie. On ne pourra pas passer à côté. Donc on va débattre des solutions. Moi, dans mon programme... Sauf si on s'en sortait
d'ici le scrutin. Ça n'est pas possible. Soyons optimistes, Moi, c'est le dernier jour de l'année, on peut un souhaiter chapitre. beaucoup de choses. Moi, dans mon programme, il y a un chapitre qui s'appelle... On va pas avoir le temps de lire le chapitre, Non, mais je Antoine, vous dis attention. juste, la vie en état de pandémie permanente. Il y a des moyens d'anticiper. Il n'y a pas seulement la crise du Covid, il va y en avoir d'autres, des crises de pandémie. Puisque on réduit petit à petit l'espace de vie des animaux sauvages, puisque nous avons des élevages intensifs. Et je signale qu'en ce moment même, dans notre pays, on a tué déjà 600 000 poules pour endiguer la grippe aviaire qui est actuellement dans notre pays, et on n'en parle pas du tout. Donc, il va y avoir d'autres pandémies. La question est de savoir si on veut faire les solutions à la Macron, genre restriction de liberté et on ne traite pas la maladie comme on devrait la traiter, ou bien si on essaye d'autres solutions. Jean-Luc Mélenchon en propose d'autres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère, comme toujours, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Et puis comme toujours, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, parce que moi ça m'aide beaucoup, je les lis et je les trouve toujours très intéressants. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!